Et voilà, nous arrivons donc à l'heure de notre débat principal d'aujourd'hui. On vous le disait, on va parler d'un sujet très touristique. Il s'agit donc de bientôt l'inauguration de l'allée des Sphinx. Alors, dans le cadre des projets en cours de mise en œuvre liés à la restauration et à la revitalisation des sites et zones archéologiques et historiques au niveau de la République, le Premier ministre, Moustapha Madbouli, a inspecté hier les préparatifs en cours pour la réouverture de cette allée à Luxor après sa restauration et les travaux dans les temples de Karnak et de Luxor en préparation également de la cérémonie d'ouverture. Nous avons rejoint par téléphone donc Monsieur Antoine Bourdet, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer justement à parler des différents sites qui vont être réaménagés ou qui ont été réaménagés pour cette future cérémonie, je veux que vous m'expliquiez tout d'abord, et je pense que c'est une question que beaucoup se posent, quelle est la différence entre l'allée des Sphinx et l'allée des Béliers? C'est très simple. L'allée des Sphinx, c'est une allée... bon, déjà, il y a une allée de Bélier qui est au temple de Karnak. Elle est du côté ouest-est. C'est-à-dire, c'est une allée vers l'entrée principale du temple de Karnak. Elle vient du Nil jusqu'au premier pylône du temple. Et c'est une allée de Bélier, c'est-à-dire, c'est des béliers. Béliers entiers, vous voyez. Corps de lion et tête de bélier. Par contre, l'allée des Sphinx, c'est une autre allée qui fait 2 km, un peu moins que 3 km, 2 km 7, et qui lie entre la porte sud des temples de Karnak et le temple de Luxor. Et ça, c'était une allée de festivités, une allée de procession. Pendant des grandes fêtes, il y avait, sur ces sites religieux, il y a 3400 ans. Mmh. Alors, c'est vrai que cette allée... C'est des Sphinx, c'est-à-dire tête de lion, corps de lion et tête d'un roi. Ah, voilà, donc comme le Sphinx qu'on connaît à Gizeh. Exactement, exactement. D'accord, et on rappelle à nos téléspectateurs qu'en fait, avec le temps, cette allée avait disparu, donc l'allée des Sphinx en l'occurrence, elle avait disparu ou elle avait été détériorée, plusieurs morceaux avaient été éparpillés un peu partout, et justement, depuis quelques années, il y a eu un projet de réaménager cette route, n'est-ce pas ? Exactement. Alors cette allée, elle a existé bien sûr autant que Thèbes était la grande ville, la capitale. Et puis comme vous savez que ces zones de Luxor, que ça soit sa rive est ou ouest, avec le temps, il y a donc des couches qui se sont accumulées les unes au-dessus des autres. Et donc la ville de Luxor que nous avons aujourd'hui, en dessous, il y a les vestiges et les ruines de l'ancienne ville. Donc, cette allée, dans les années 49, on a découvert, bon, déjà, il y en avait une partie qu'on voyait devant le temple de Luxor, de quelques centaines de mètres, et quelques béliers sur le côté de Karnak. Bon, en 49, on a compris que les deux sont liés et qu'ils passent sous la ville. La ville était déjà construite. Dans les années 2005, 2004, 2006, il y a eu un grand projet de réaménagement de toute la ville de Luxor, et la remettre comme elle a été il y a plus qu'un siècle. Et c'est là qu'on a commencé à fouiller et il y a eu la décision de dégager totalement cette allée, de la remettre en valeur et de refaire de nouveau cette promenade entre les deux sites. Mais ce n'était pas du tout évident, parce que c'est le centre-ville de Luxor qui était au-dessus. Mais malgré la difficulté, ça a quand même été fait. On a démoli tous les bâtiments qu'il y a sur le chemin. Il y a des bâtiments, des maisons, il y a une église, il y avait 2 mosquées, il y avait des marchés, il y avait plein de choses. Graduellement, petit à petit, on a dégagé le tout. Et puis on a trouvé qu'il y avait ces sphinx qui sont quand même beaucoup en très bon état, à des couches très basses, donc sous la ville. Et c'est là qu'on a commencé à enlever ces sphinx, les restaurer et les remettre. Et il a apparu ce projet de cette promenade, et qui est quand même un projet fabuleux, bien sûr. Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Alors, vous parliez tout à l'heure de l'allée s'étendant de 2,7 km de longueur entre le temple de Luxor et le temple de Karnak, et que cette allée était utilisée dans des festivités. C'est quoi ces festivités?
Alors, les temples de Karnak, c'était le centre de l'adoration au temps du Nouvel Empire, donc il y a 34 siècles, 35 siècles. C'était le centre de l'adoration de la divinité principale d'État de l'époque, qui était le dieu Amon, oui, avec sa triade, c'est-à-dire avec sa femme, la déesse Mout, et leur enfant, le dieu Khunsu. Le lieu de culte de cette triade, c'est les temples de Karnak, qui est un site quand même immense, qui est peut-être le plus grand site de culte qu'on a connu dans l'histoire. Il a été construit aussi pour cette même triade un temple de fête, la fête de mariage du dieu Amon avec la déesse Mout. C'est le temple qui est reconnu aujourd'hui par le temple de Luxor, qui est au milieu ou au centre de la ville de Luxor. Ah, okay. Donc il y avait principalement une grande fête qui s'appelait la fête d'Opet. C'était la fête du mariage d'Amon et de Mout. Et c'est là que les statues de la triade, des trois divinités, étaient emportées du site du Karnak jusqu'au site de Luxor. Et la fête avait lieu à Luxor. Bien sûr, c'était accompagné par des milliers de prêtres, des centaines de milliers d'offrandes. C'était une fête quand même extraordinaire. Donc cette allée, ça faisait un des chemins. Il y avait plusieurs fêtes, mais la fête principale, c'était Opet. Et puis, finalement, avec le temps, il y avait plein de fêtes qu'il y avait à la longueur de l'année entre les deux sites, que des fois, on utilisait le Nil avec des bateaux pour venir d'un site à un autre, et pour d'autres festivités, on utilisait cette allée comme un chemin terrestre avec toutes les offrandes, tous les instruments de musique, les prêtres devant, la purification du site de l'allée jusqu'au temple, et puis les festivités commençaient. Donc la fête d'Opet, c'était peut-être la plus importante fête connue dans l'histoire pour un dieu d'État. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les habitants de Luxor ont gardé un petit peu les traditions de ces festivités, notamment avec le Mouled Abul Haggag. Je sais que c'est complètement différent, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines ressemblances, n'empêche. C'est exactement, et ça c'est le côté fabuleux du peuple égyptien en fait. C'est que les Égyptiens, tellement ils sont attachés à leurs racines et à leur histoire et à leur patrimoine, qu'avec le temps, Luxor a gardé beaucoup de cérémonies, malgré qu'on a changé déjà. Quand l'Égypte s'est convertie de la religion de l'Égyptien ancien au christianisme, on a gardé des traditions dans un sens chrétien. Oui. Et puis, quand l'Égypte s'est convertie à l'islam, dans une des grandes processions qu'il y a à Luxor, au nom de Abul Haggag, qui est un des grands, on va dire, saints musulmans à Luxor, on a continué à faire des processions avec la même façon qu'on la faisait par tradition, hein, au temps de Dieu Amon pour Mouled Abul Haggag. C'est-à-dire, il y a des processions dans la ville, on emporte un bateau, et c'est ce qui se passait au temps du dieu Amon. Il y a les chevaux devant, il y a la musique, et on fait le même trajet à peu près, mais dans la ville elle-même. Finalement, on réadapte les festivités. Exactement, exactement. On réadapte tout en gardant le côté traditionnel, en l'adaptant à la nouvelle croyance, ou au nouveau culte, ou à la nouvelle culture, vous voyez. Jamais l'Égyptien s'est détaché, en fait, de ses traditions anciennes. Et c'est pas seulement à Luxor, vous trouverez ça dans beaucoup de lieux en Égypte, dans beaucoup de fêtes égyptiennes, vous allez trouver que ça a des origines égyptiennes anciennes. Peut-être l'exemple le plus connu et le plus clair, c'est Cham el-Messim, par exemple. Sûr. Vous voyez, voilà. Oui, c'est sûr. Oui. Docteur Antoine, à part les restaurations, il y avait des fouilles qui ont été menées dans cette allée, au cours de cette allée. C'est quoi ces fouilles et de quoi s'agit-il? Alors, bien sûr, cette allée, elle a été faite au Nouvel Empire, mais Luxor, elle n'a jamais perdu son importance, même dans les périodes plus tard. Oui. C'est-à-dire jusqu'à l'époque ptolémaïque des Grecs et jusqu'à l'époque romaine, il restait le culte de ces divinités, même si c'était sous leurs images grecques ou romaines. Donc on a continué à faire des chapelles, des kiosques, etc. Donc en fouillant autour de cette allée, on a trouvé des traces de temples et de chapelles des époques plus tardives, et de l'époque ptolémaïque et de l'époque romaine. Ça m'amène peut-être à parler de ce palais de Andraos Pacha qu'on vient de démolir,
Oui. qui est au bout du site du temple de Luxor, malgré que le bâtiment est magnifique. Et moi, je suis vraiment triste que ce bâtiment, cet édifice a été démoli. Mais c'est le pari, parce qu'en dessous, il paraît, il y a des traces encore d'un temple romain. Donc on est toujours dans cette dilemme, c'est que au-dessous des bâtiments et des monuments, il y en a des plus anciennes en dessous, et en dessous, couche après l'autre. Donc voilà. Le fait de relier le temple de Luxor au temple de Karnak par une allée de sphinx, est-ce que ça avait une signification ou une symbolique quelconque? Non, c'est pour le prestige des divinités. Bien sûr, les sphinx, ça représente les rois, le roi avec sa sagesse et sa tête humaine, sa force et sa royauté par le corps de lion. Et c'était un moyen de décorer l'allée, effectivement, pendant que ces fêtes passaient. Tout était grandiose, tout était luxueux, si vous voulez. Donc c'est un moyen de montrer la gloire et l'importance de la divinité de ce Dieu amant et cette adoration de ceci. Vous voyez. Alors j'essaye d'imaginer avec vous justement cette cérémonie, puisque j'imagine qu'on est un petit peu tous pareils, mais après la parade des momies, on a tous une petite idée de célébration grandiose et majestueuse. Donc moi j'essaie de m'emmener un petit peu dans l'histoire en arrière et d'imaginer cette célébration. J'imagine que le peuple, à l'époque, se trouvait tout autour et que les prêtres ou les personnes de haut rang, c'est eux qui se promenaient sur l'allée, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Toutes les festivités religieuses, c'était bien sûr les prêtres et les gens des temples, les gens qui travaillaient dans les temples, les serveurs du temple, etc. Le peuple est resté des deux côtés, ils attendaient impatiemment, parce que vous savez que les statues de Dieu qui étaient dans les sanctuaires des temples, personne ne les voyait, que le grand prêtre d'un temple. Et là, c'est le Dieu qui va passer d'un site à un autre. C'est vrai que les statues des dieux sont dans une barque la barque sacrée qu'on emporte sur les épaules. Ils sont les statues enfermées dans des naos, on ne les voit pas. Mais pour le peuple et dans sa croyance, c'est le Dieu qui va passer. Donc les gens sont tous là, ils attendent que le Dieu passe. Les gens se précipitent à jeter un regard, les autres se précipitent à toucher la barque ou à toucher quoi que ce soit de ce sacrement qui passe. Et c'était un peu ça. Et puis cette fête d'Opet, c'était une fête quand même que toute la population fêtait. Et c'était une fête dans laquelle on distribuait, il y avait des centaines de milliers d'offrandes qui se distribuaient après ça. Il y avait des dizaines de milliers de prêtres au service des temples de Karnak et de Luxor, qu'on distribuait pour les prêtres, pour les gens du peuple. Tout le monde mangeait de la table du Dieu. Vous voyez, c'était quand même peut-être l'événement le plus important de l'année dans la ville de Luxor. Et comment vous imaginez le scénario, par exemple, de la cérémonie d'ouverture ou d'inauguration de cette allée? Bien évidemment, en l'absence de prêtres et de personnes qui travaillaient dans les temples, est-ce que vous imaginez une cérémonie particulière pour cet événement? Alors ça, on ne sait pas, parce que je sais que c'est bientôt qu'ils vont inaugurer ça avec une grande festivité. Ils ne donnent pas beaucoup le ministère du tourisme et de l'archéologie ne donne pas beaucoup d'informations sur comment ça sera la fête d'inauguration. Ça sera la surprise et je pense qu'on a été tous émerveillés par la surprise du déplacement des momies du temple, du musée du Caire au musée de la civilisation. Donc je pense que ça sera quelque chose pareil et même encore peut-être plus beau en attendant et voyons. Et en tant que touriste, en fait, comment ça va se passer? Parce que l'allée des Sphinx sera ouverte à longueur de temps comme une allée normale, comme, je ne sais pas moi, comme une promenade normale, ou est-ce qu'il y aura un ticket particulier à acheter pour pouvoir se balader d'un temple à un autre? Comment ça va se passer? Tout ça, c'est pas encore annoncé, on ne sait pas. Mais déjà que cette allée soit dégagée, c'était un rêve. C'était un rêve et c'est un travail très compliqué qui a été fait. Donc je pense, pour les touristes, ça sera la plus belle promenade qu'on peut faire, de se promener
entre les bras de la civilisation, d'entre des sphinx qui ont 35 siècles se promener entre le temple de Karnak et le temple de Luxor, c'est quand même une promenade majestueuse, émouvante. Et on est émerveillé par ça. Mais l'organisation, est-ce que ça aura un ticket ou ça fait partie des tickets des sites? Ça, on ne sait pas encore pour le moment. Ils vont annoncer ça sûrement à un moment. Sur Antoine, quand on parle de sphinx, vous venez de le dire, c'est un symbole de roi. Mais quand on parle de bélier, alors là, de sphinx à tête de bélier, alors là, quelle est la signification de cette statue? Alors, le bélier, c'est une des images du dieu Amon. Vous savez, les anciens Égyptiens, les divinités, on les représentait des fois avec des têtes d'animaux. Comme Horus, c'est un faucon, Anubis, c'est un chacal, ainsi de suite. Oui. Le dieu Amon, le dieu de Thèbes, en général, à 90%, on le représentait en forme d'un homme avec deux grandes plumes sur la tête. Mais une de ces images, effectivement, animales dans lesquelles on le représentait, c'était le bélier. Donc ça représente le dieu Amon lui-même. Les béliers, cette allée de bélier, ça représente le dieu lui-même. Et devant chaque bélier, il y a le roi représenté en petit, en entier, devant. C'est-à-dire il est protégé par le dieu. Voyez. Oui. Et il s'est marié avec la déesse Mout, la déesse des cieux, n'est-ce pas? Oui, exact. Non, c'est pas Nout. C'est pas Nout. L'autre, c'est Nout avec un N. Ah, là, oui. C'est Mout avec un M. M-O-U-T. Elle est la déesse de quoi, là? Alors, c'est une déesse de sagesse. C'est l'épouse de Daman. Et elle est représentée en forme d'une femme, une déesse, avec la double couronne de la Haute et Basse Égypte sur la tête. Et puis l'enfant, c'est Khunsu, qu'on représentait des fois en forme d'un enfant, avec une mèche de cheveux sur les côtés. Oui. C'est la façon avec laquelle on représentait les enfants au temps des anciens Égyptiens. Parfait. Alors, on sait que Luxor est un grand musée à ciel ouvert avec énormément de richesses. Là, encore une fois, on va augmenter, la richesse de Luxor avec une nouvelle allée qui va être rénovée ou qui a été rénovée. On sait que le temple de Karnak également a connu de nombreuses rénovations ces derniers temps, avec différentes missions qui se trouvent sur place. J'imagine qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir à Luxor qu'on n'a pas encore mis la main dessus, n'est-ce pas? Moi, je dis toujours que c'est infini, la découverte à Luxor. Un site comme Luxor, il y a des couches de millénaires de civilisation, donc il y a encore beaucoup à trouver. Personne ne peut dire quel est le pourcentage, parce que c'est vraiment... Mais rien que le site des Karnak, de quoi vous parlez, ça c'est un site où on en a encore pour peut-être plus qu'un siècle, pour mettre en valeur, pour reconstituer, pour découvrir. C'est infini, c'est vraiment infini. Mais ce qui est fabuleux, c'est que de plus en plus, on met notre patrimoine en valeur, on essaye de le garder tel qu'il était il y a des millénaires. Il y a des sommes énormes qui se dépensent pour tout ça. Et il y a des missions du monde entier qui travaillent. Et ce qui est encore fabuleux, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, c'est des missions égyptiennes, c'est des jeunes archéologues égyptiens qui travaillent. Effectivement. Et ça fait des longues années qu'on attendait ce jour-là. Et aujourd'hui, on a vraiment des équipes spécialisées entre les jeunes et qui vont prendre le drapeau pour les générations qui viennent. On a l'impression au final que c'est inné chez les Égyptiens, surtout les habitants de Luxor ou de Haute-Égypte, lorsqu'ils se trouvent sur un chantier de fouilles, ils n'ont pas besoin d'études, pour eux c'est quelque chose d'inné. Bien sûr, les habitants de Luxor et de ces sites un peu, ou ces villes en Égypte où il y a beaucoup de monuments, les gens vraiment, ça fait partie de leur vie, les monuments. Ils vivent au milieu, ils savent très bien l'importance. Beaucoup travaillent dans le domaine des fouilles, de la restauration. Oui. Les plus spécialisés peut-être des ouvriers, même le simple ouvrier. Oui. Beaucoup sont de la région, surtout de Luxor. Vous savez, des fois quand on fait des fouilles au Delta ou en Moyenne-Égypte,
des fois les ouvriers, on les amène de Luxor, tellement qu'ils vivent là-dedans, ils ont beaucoup d'expérience. Et voilà, donc Oui. il y a des institutions, il y a des facultés d'archéologie, il y a tout ce qu'il faut dans ces villes. Bah, il y a vraiment de l'important et il y a vraiment le besoin, on va dire. Antoine Bordet dit merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on vous aura également une fois que cette allée sera inaugurée. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur NAL TV International. Au revoir.